Bonjour, bienvenue dans l'Instant T, votre magazine quotidien d'actualité. C'est le printemps, c'est donc le bon moment pour s'occuper du jardin. Comment réussir un beau potager ou de jolis massifs tout en respectant l'environnement? C'est ce que nous allons demander à Michel Campion, directeur de l'association Vers le Jardin. Avec Brest Métropole, il propose jusqu'à l'été des visites et des ateliers pour jardiner au naturel, en ville notamment. On voit ça dans un instant, mais avant, le point sur l'actualité de ce jeudi 16 avril dans le Finistère. Et pour commencer, nous vous proposons une plongée dans les entrailles du château de Brest. Le musée de la Marine propose de visiter les souterrains, d'ordinaire interdits au public. Une exploration insolite qui permet de mieux appréhender l'histoire maritime de cette place forte. Visite guidée avec Frédéric Lorenzon. Un moment exceptionnel pour ce groupe de 15 visiteurs du musée de la Marine. Ils ont eu le privilège d'accéder aux salles sous le château de Brest, un espace d'ordinaire interdit à la visite. Quelques consignes de sécurité avant de commencer. Je vais vous demander de bien vous tenir aux rampes, de passer un par un. Début de la visite dans l'histoire brestoise avec la descente de cet escalier 10 mètres sous le donjon pour gagner cette casemate surplombant la Pinfeld. Cet ouvrage a été érigé au XVIe siècle, ce qu'on appelle ici des casemates d'artillerie, qui sont en fait des locaux abrités dans lesquels on avait des pièces d'artillerie comme ici ce canon. Après avoir admiré ces salles datant de Vauban et construites en pierre de Logona, le visiteur continue plus bas avec quelques surprises. Vous pourrez observer la vingtaine d'individus qui peuplent les souterrains du château. Donc, je ne vous en dis pas plus. Pour tenter de rencontrer les habitants du musée, il faut encore descendre pour arriver 20 mètres sous terre. Pour ceux qui n'ont pas vu, la chauve-souris, le grand rhinolophe, alors ça a le nom de grand rhinolophe, mais en fait c'est assez petit, c'est cette population de chauves-souris qui peuple les souterrains. Ces visites réservent quelques surprises, mais permettent surtout de plonger dans le passé. Alors, on évoque souvent les souterrains à propos de Brest, mais on pense plutôt à d'autres souterrains plus récents, notamment de la Seconde Guerre mondiale. Mais beaucoup de personnes ignorent que le château comporte également des parties souterraines. Cette plongée dans le temps séduit les visiteurs, y compris les Brestois, surpris de redécouvrir leur patrimoine local. J'ai trouvé ça très intéressant puisque j'habite Brest depuis longtemps et je ne connaissais pas du tout le château sous cet angle-là. On a appris qu'il y avait un centre de commandement dans les souterrains. Je pensais que les souterrains, c'est pareil, sombre, un peu humide et assez étroit. Et finalement ? C'était ça. Prochaine visite mercredi prochain le 22 avril et mieux vaut réserver pour avoir sa place sous le donjon. Les fans de handball ont déjà coché la date dans le calendrier. Le 7 juin prochain, l'équipe de France féminine de handball va affronter la Slovénie lors d'un match qualificatif pour le mondial 2015. Et c'est à l'Arena de Brest que va se tenir la rencontre. Cette semaine, les joueuses françaises étaient en stage de préparation dans la cité du Ponant. Camille Pochet a assisté à un entraînement public aux côtés de nombreux fans. L'entraînement de l'équipe de France féminine de handball est public ce mercredi après-midi à l'Arena. Et la star, c'est Cléopâtre Darleux, une ancienne joueuse de Brest ravie de revenir sur ses terres. Je reviens souvent, même voir l'équipe de Brest handball. J'ai beaucoup d'attaches ici, donc c'est vrai que j'aime beaucoup la région. C'est un grand plaisir de revenir. Là, ce stage, c'est vraiment un stage de préparation où on travaille spécifiquement chacune nos lacunes pour préparer le stage de juin où là, ce sera vraiment du travail spécifique sur l'équipe de Slovénie. Et quand on demande à l'entraîneur des Françaises pourquoi ce match de qualification au Mondial 2015 se tient à Brest le 7 juin prochain, il répond: Je crois qu'ici il y a une dynamique qui se met en place avec un club qui a eu des difficultés mais qui se reconstruit, qui s'est organisé pour dès la saison prochaine rejoindre l'élite. Il y a un outil comme cette Arena qui se prête à ce genre d'événements. La Bretagne, c'est la ligue, je crois, en France qui a le plus de licenciés. Il manque juste cette dimension de club de haut niveau. Nous, on est là aussi pour donner un coup de main à une ligue qui le mérite. Le niveau d'exigence, je l'ai un petit peu fait évoluer depuis les 2 dernières compétitions. Moi qui suis là depuis 1 an et demi, j'ai beaucoup appris sur ces filles. Il y a des secteurs sur lesquels il faut qu'elles progressent et là, je suis intransigeant. Et on a un gros travail pour que les filles progressent physiquement parce qu'on a souvent du mal à finir les grandes compétitions. On est d'une maladresse assez indigne du haut niveau au niveau du tir.
Donc on travaille beaucoup à ce niveau-là. Puis on fait évoluer le groupe aussi avec des jeunes qui ont envie de progresser. Et les anciennes sont obligées de se mettre dans la dynamique, sinon elles sortiront. Dans les tribunes, ils étaient plus de 500 fans venus admirer le jeu des handballeuses. Quand est venue la séance d'autographes, tous se sont précipités. On a appris pour nous aussi ce qu'on peut faire plus tard aussi. On a vu ce qu'on pourrait faire si on arrivait à faire des entraînements comme ça. Reste désormais à trouver une place dans les tribunes de l'Arena pour le match du dimanche 7 juin. La billetterie est ouverte et les Françaises partent favorites. Tondre, désherber, tailler, semer, planter. Avec l'arrivée du printemps, les travaux du jardin ont repris. Mais comment jardiner au naturel et notamment en ville? Michel Campion, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur de l'association Vers le Jardin et avec les services de Brest Métropole, vous publiez aujourd'hui le premier agenda des habitants jardiniers. Le voici. De quoi s'agit-il ? Alors, c'est un agenda qui a été mis en place, en effet, suite à une demande du service de Brest Métropole sur l'écologie urbaine. Et donc, avec la Maison de l'Agriculture Bio, on a imaginé de recenser un petit peu toutes les structures qui pouvaient, de près ou de loin, jardiner au naturel pour essayer de créer cet agenda qui présente un peu des balades, des ateliers thématiques, techniques et aussi des stages, des formations autour du jardinage au naturel. Alors, jardiner au naturel, est-ce que ça veut dire aucun produit? Alors, ça ne veut pas dire aucun produit, ça veut dire des produits sains pour l'environnement. Donc, on utilise des purins, on utilise des techniques qui sont pour l'environnement, positive et non pas négative, qui ne détruit pas le sol, ni détruit les animaux vivants qui existent dans les jardins, mais aussi des produits qu'on peut inventer pour trouver des solutions écologiques pour ne pas que notre environnement soit un peu malmené. Alors, jardiner au naturel, c'est aussi défendre des bonnes pratiques. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes? La première auquel je pense aujourd'hui, parce que ça fait 2-3 jours là où le soleil nous tape un petit peu sur la tête. Il y en a qui disent que c'est magnifique. Le jardin, il a du mal. Donc en effet, on peut pailler le sol, c'est-à-dire qu'on met du paillage, c'est-à-dire de la paille, du broyage de végétaux qu'on met au pied des plantes. Alors hier, on a fait une bourse aux plantes et puis les gens se demandaient waouh, comment on va faire parce que les salades, il faut les piquer. Il suffit de mettre à l'envers un cajot, on met dessus la salade ou sur les petites plantes qu'on a mis. Comme ça, le soleil ne tape pas directement dessus et on le laisse un petit peu 2-3 jours d'ici que la pluie revienne. Pour que la terre respire. Que le soleil ne soit pas directement sur la plante et ne l'empêche pas de s'agripper au sol. En fait. Alors, parmi les bons gestes à adopter, au-delà du jardinage, il y a aussi le tri et le recyclage des déchets verts. Tout à fait. On essaye de travailler autour de cette technique qui permet de broyer ces végétaux qu'on a dans son jardin. Plutôt que de prendre sa remorque et filer à la déchetterie en courant, vaut mieux essayer de les traiter directement sur son propre jardin et les mettre en paillage autour des plantes. Et de s'en resservir, par exemple, en compost, puisque le compost est une pratique qui se développe. Et quand on habite en ville et qu'on n'a pas de jardin, on peut quand même en faire grâce à des composteurs collectifs. Sur Brest, une centaine de bénévoles ont été formés pour démocratiser leur usage. Rencontre avec 3 de ces guides composteurs. Reportage Frédéric Lorenzo. Ce Brestois n'a pas de jardin et pourtant, il pratique le compostage. Le contenu de son seau va rejoindre ce composteur collectif. Installé dans un square brestois, cette grosse boîte fait partie de la centaine de composteurs communs qui sont désormais installés dans l'agglomération. Ça consiste à amener de chez soi tous les déchets de cuisine et en fait, tous ces déchets-là, ce qu'on appelle déchets, deviennent avec le compostage des ressources. C'est de la ressource. Il y a une maturation qui se fait et après, en fin de compte, au bout de 6 mois, 1 an, on obtient un compost qui, là, est devenu un fertilisant. Objectif de ce système, réduire les déchets biodégradables et ça marche. Maintenant, nous, on a divisé par 2 ce qu'on jetait. Nous, nos déchets sont vraiment divisés par 2. Pour maintenir la bonne alchimie du compost, la métropole brestoise a formé une centaine de guides composteurs bénévoles, y compris parmi les étudiants. Il y a beaucoup de gens que ça rebute aussi et du coup au cas où il y aurait des problèmes par exemple d'odeur ou quoi que ce soit,
Grâce à la formation, en fait, on est capable de faire repartir le composteur. Voilà. Quand j'ai su qu'on pouvait suivre une formation de guide composteur, j'ai tout de suite demandé à y participer. Donc je vais suivre celle qui est courant avril. Et voilà. La mise en place de ces composteurs collectifs se développe. À Rennes, 350 boîtes comme celle-là sont désormais à la disposition des habitants. Michel Campion, est-ce que ça séduit de plus en plus la population, ce genre de... Oui, il semblerait que tout le monde se dit, tiens, si je participais d'une manière ou d'une autre à améliorer mon cadre de vie, ma participation éco-citoyenne à tout ce mouvement, là vous l'avez vu dans le reportage, hein, c'est des étudiants qui aussi s'y mettent et à partir du compost, on parle jardin dans l'université, donc c'est intéressant. De toutes les générations. Et tout avance en fait dans le même sens. Après, tout le monde n'y participe pas, mais c'est pas le but, c'est que vraiment les gens qui y participent s'y prennent au jeu. Alors durant tout le printemps, vous proposez différents ateliers. Par exemple, comment démarrer un potager, élaborer un jardin récupérateur d'eau de pluie, ou encore la permaculture en milieu urbain. C'est quoi la permaculture? C'est un art de jardiner sans trop se fatiguer. Il y a du boulot au début, mais après ça commence à être plus simple. L'essentiel dans le jardin, c'est qu'on facilite les tâches du travail du sol pour ne pas se fatiguer. C'est ça un peu l'objectif, pour que les gens viennent au jardin par plaisir et non pas par corvée. Voilà. Et c'est toujours notre... Et c'est pour ça que ça marche, parce qu'on adapte le jardin pour qu'il soit le plus facilement adapté à chacun. Alors je n'ai pas vu d'atelier pour ceux qui vivent en appartement et qui aiment faire quelques petites plantations en intérieur ou sur le balcon. C'est pareil, il suffit d'avoir une bonne jardinière, un peu de compost qu'on peut récupérer grâce au guide composteur et aux aires de compostage collectif. On va les récupérer un petit peu, on met sur son balcon, et je disais tout à l'heure que les tomates sur un balcon, ça marche très bien, mieux que dans un jardin classique. À bon entendeur, Michel Campion, merci en tout cas pour tous ces conseils de jardinage et pour découvrir l'agenda des habitants jardiniers qui est disponible dès maintenant. Lundi, partout, dans tous les endroits, mairies, centres sociaux, maisons pour tous, et dans les associations, les quinzaines de participants à l'opération. D'accord, il y a de nombreux rendez-vous, on peut les retrouver également sur votre site internet verslejardin.fr. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis, on se retrouve demain pour un nouvel instant T. Bonne soirée sur TBO, ciao.